Voici l'adaptation créative de cette histoire, transposée au cœur de la France, avec des personnages et une atmosphère authentiquement locaux. Il y a des instants qui semblent tout à fait ordinaires. Un plateau chargé de 12 flûtes en cristal, une salle parée de soie blanche et de verre ciselé, une foule de gens qui échangent des banalités auxquelles ils ne croient pas eux-mêmes, et qui portent pourtant en eux le germe d'un bouleversement total. Ils ne s'annoncent pas, ils ne demandent pas si c'est le bon moment. Ils arrivent, c'est tout, en silence et à l'improviste, exactement comme le véritable amour. Cette histoire est celle d'une femme qui a appris à porter le poids de l'existence comme s'il s'agissait d'une partie naturelle de son propre corps, et d'un homme qui a appris à se tenir au milieu de tous, tout en restant désespérément seul. Elle parle d'un plateau qui a commencé à basculer, et d'une main qui l'a rattrapé, et de la façon dont cette main a changé 2 vies à jamais. Avant de nous plonger dans ce récit émouvant qui vous tiendra en haleine jusqu'au dernier mot, abonnez-vous à la chaîne, car chaque jour nous vous proposons de nouvelles histoires qui marquent le cœur. Écrivez-nous en commentaire de quelle ville vous nous suivez, car nous aimons savoir jusqu'où voyagent ces émotions, et laissez un j'aime pour nous aider à continuer. Et maintenant, entrons ensemble dans cette histoire. La réception d'entreprise se tenait ce soir-là dans l'un des hôtels particuliers historiques de Lyon, l'un de ceux dont les hauts plafonds à la française et les parquets de chêne ciré gardaient à la mémoire de générations d'invités. Les organisateurs, un cercle d'investisseurs et d'industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avaient dépensé plus d'argent pour les compositions florales que Clémence n'en avait gagné ces 2 derniers mois. De la soie ivoire recouvrait les tables, des lustres en cristal de baccarat projetaient 1000 éclats sur les murs, et le champagne qu'elle devait servir était d'une telle cuvée qu'une seule bouteille valait plus que son loyer mensuel. Elle observait tout cela sans envie. Elle avait appris depuis longtemps que l'envie dévore une énergie que l'on ne peut se permettre de gaspiller quand on dort moins de 4 heures par nuit. Elle s'était changée dans le vestiaire du personnel avec 4 autres collègues, avait ramassé ses cheveux sombres en un chignon serré, enfilé la chemise blanche et le gilet noir qui portait encore le parfum de quelqu'un d'autre de la veille, et était entrée en salle avec une expression qui ne laissait rien paraître. C'était un masque qu'elle avait perfectionné au fil des ans, ni trop souriante, ni glaciale, simplement présente et professionnelle. Un masque qui disait « Je suis là, je travaille. Ne me dérangez pas plus que nécessaire. » Le plateau, avec ses 12 flûtes de cristal remplies d'un breuvage doré, était plus lourd qu'il n'en avait l'air. Clémence l'avait compris dès qu'elle l'avait soulevé, cet équilibre particulier du liquide dans le cristal, qui n'est pas statique comme de l'eau dans un gobelet, mais vivant, capable de créer des ondes microscopiques au moindre pas. Il fallait marcher différemment avec une telle charge, un peu plus lentement, de manière plus fluide, en laissant le corps absorber le mouvement plutôt que de le contrer par la force. C'était quelque chose qu'on n'apprenait pas dans les manuels. On l'apprenait par les jambes, les épaules et les erreurs. Les 40 premières minutes passèrent sans encombre. Elle circulait entre les groupes d'invités qui parlèrent de chiffres, de projets et de noms qui ne lui disaient rien, proposant le champagne d'un léger signe de tête, s'effaçant en silence sitôt le service fait. Personne ne la regardait. C'était le genre de travail qu'elle préférait, invisible, fonctionnel, net. Puis quelqu'un, quelque part, ouvrit une porte-fenêtre pour laisser entrer un peu d'air frais, et un courant d'air traversa la salle au moment même où elle se dirigeait vers un groupe d'invités. Ce fut un souffle léger, presque rien. Mais le plateau, qui était en parfait équilibre, ne l'était soudain plus. L'une des flûtes glissa d'1 millimètre vers le bord, puis d'un autre millimètre. Les doigts de sa main gauche se crispèrent par réflexe, mais l'angle d'inclinaison était déjà trop accentué pour être corrigé d'une seule main. Ce fut l'affaire d'une seconde. Le plateau commença à basculer. Et puis, sous lui, une main apparut. Ce n'était pas sa main. C'était une main d'homme, ferme et chaude, qui s'était glissée par la droite presque sans bruit et avait saisi le bord du plateau en métal avec une précision qui ne devait rien au hasard. Il stabilisa l'ensemble d'un seul mouvement, sans drame, sans commentaire, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Clémence leva les yeux. L'homme qui se tenait à ses côtés était grand, la trentaine, vêtu d'un costume sombre de belle coupe, mais sans ce luxe ostentatoire qui crie la richesse. Il avait des yeux gris et fins, d'un gris bleu, une nuance entre l'ardoise et la couleur du ciel avant l'orage, et une expression qui n'était ni de la pitié, ni un reproche. Il la regardait. Il ne la regardait pas comme une serveuse qui avait failli renverser du champagne sur les convives. Il regardait elle, d'une manière qui avait du poids mais aucune insolence, une manière qui enregistrait la personne entière en une seconde,
pas seulement la situation. Pendant un temps qui lui parut infini, elle ne dit rien. « Merci », finit-elle par souffler. Il retira sa main du plateau. Les verres restèrent immobiles. Le courant d'air de la terrasse. Ce n'était ni un conseil, ni un reproche. C'était une simple observation, dite d'une voix calme, comme s'il commentait la météo. Clémence réajusta son plateau, en vérifia la stabilité et continua sa route vers l'invité qu'elle devait servir. Elle ne se retourna pas, elle n'en avait aucune raison. C'était le genre de rencontre qui arrive et s'évanouit, l'une des milliers de micro-interactions dans une salle comme celle-là, lors d'une soirée comme celle-là, mais vers la fin de l'événement, alors que les invités commençaient à partir et qu'elle débarrassait les verres vides sur une table d'angle, la chef de rang s'approcha pour lui dire qu'un des invités avait demandé si elle allait bien. Clémence serra les dents. C'étaient toujours ces marques d'attention qui tombaient à côté, ces signes qu'on avait été remarqués pour des raisons qu'on n'avait pas cherchées. Pourtant, ce n'était pas ce genre de remarque. La chef de rang ajouta simplement « Il a demandé si tout était en ordre avec le plateau, s'il fallait signaler un incident. » Clémence répondit qu'il n'y avait aucun dégât. La chef de rang hocha la tête et s'en alla. C'était tout. Quand la réception prit fin peu après minuit, alors que le reste du personnel rangeait le matériel, Clémence sortit par l'issue de secours vers la cour intérieure pour reprendre son souffle. Ses jambes la faisaient souffrir. Elle la faisait toujours souffrir lors de ses longues nuits sur les parquets cirés. Elle s'assit sur un muret de pierre et ferma les yeux 30 secondes, s'accordant le luxe d'être fatiguée. « Vous êtes de ceux qui travaillent jusqu'à point d'heure et restent dehors sans manteau ?» Elle rouvrit les yeux. Il était là, sur le seuil, sa veste sombre posée sur un bras et un verre d'eau, pas de champagne, de l'eau, dans l'autre main. Le même homme. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle évalua la situation rapidement, comme elle le faisait toujours. La nuit, une sortie de service, un homme qu'elle ne connaissait pas. De la tension, mais pas de danger. Quelque chose dans sa posture. Les mains visibles, le corps légèrement de biais, ni agressif ni ostensiblement innocent, disait qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. « Je le suis. » Ce n'était ni une confirmation, ni une question. C'était un constat. « Vous avez toujours travaillé ainsi ?» Une question étrange pour un inconnu dans une cour d'arrière-boutique. Elle le regarda droit dans les yeux. « Que signifie « toujours » ?»« Je veux dire... » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « J'ai mal formulé ma question. Je voulais vous demander pourquoi vous aviez accepté cette vacation ce soir. » Clémence aurait pu répondre de 10 façons différentes. Elle aurait pu lui dire que cela ne le regardait pas. Elle aurait pu donner la réponse standard qu'on donne aux étrangers. Pour vivre, merci, bonne nuit. Mais quelque chose dans sa façon de demander, sans paternalisme, sans ce petit pli de pitié sur le front qu'elle ne supportait pas, la poussa à faire quelque chose d'inattendu. « Je dois régler une facture de la clinique », dit-elle. Franchement, sans mélo, parce que ce n'était pas une chose mélodramatique, c'était simplement la vérité. Il écouta. Il ne répondit pas immédiatement, ne hocha pas la tête en cherchant quoi dire, ne fit pas la classique grimace de compassion. Il se contenta d'écouter avec une attention totale, comme si ce qu'elle venait de dire avait un poids et méritait de rester là avec eux, en silence, un instant. « Votre mère ?» demanda-t-il doucement. « Ma mère. »« Le cœur ?» Elle le regarda avec suspicion. « Comment le savez-vous ?»« Je ne le savais pas. J'ai deviné. » Une pause. « Ma grand-mère avait le même problème de valve. Quand quelqu'un parle de frais médicaux avec ce ton-là, ce ton qui dit que ça dure depuis des années, c'est généralement le cœur ou les poumons. » Clémence encaissa le coup en silence. Elle n'était pas habituée à cette forme de précision chez les inconnus, à ces gens qui écoutent entre les lignes au lieu de ne percevoir que la couche superficielle. « Julien Valois, » dit-il en tendant la main. Ce n'était pas un geste chargé de symbolisme. Il ne s'imposait pas. C'était juste un homme qui se présentait. « Clémence. » Ils se serrèrent la main, brièvement, formellement. « C'est un prénom qui vous va bien, » dit-il, et cela ne sonna pas comme un compliment en l'air. On aurait dit que le prénom avait vraiment capté son attention. Elle se leva du muret et enfila sa veste. Le travail était fini, elle devait appeler un taxi ou espérer attraper le dernier bus de nuit qui passerait par là dans 20 minutes. « Je dois y aller. » « Bien sûr. » Il ne chercha pas à la retenir. « Juste une question, si je peux. » Elle s'arrêta, les mains encore sur la fermeture éclair de sa veste. Pourquoi avoir choisi précisément ce service ce soir, et pas un autre? C'était la même question qu'avant, mais posée différemment. Non pas comme un interrogatoire, mais par véritable curiosité.
Elle lui donna la vraie réponse sans détour. Cette vacation payait 20% de plus que le tarif habituel et proposait le transport de retour en fin de soirée. Il acquiesça. Et puis, de manière surprenante, sans aucune ironie, il dit « c'est rationnel ». Elle s'en alla. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait aucune raison. Mais dans le bus qui la ramenait chez elle, alors qu'elle regardait les rues de Lyon sombres et silencieuses, elle se rendit compte que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne l'avait pas regardée comme une serveuse avec des problèmes ou comme une pauvre fille attirant l'attention parce que la jeunesse et le besoin forment un mélange intrigant. Il l'avait regardée comme une personne ayant pris une décision logique et qui, pour cette raison, méritait d'être entendue. C'était une bagatelle. En réalité, ce n'était rien de spécial. Mais certaines bagatelles restent gravées plus longtemps que les choses importantes. Sa mère ne dormait pas encore lorsqu'elle franchit le seuil de l'appartement. Elle était installée dans son vieux fauteuil près de la fenêtre, emmitouflée dans un châle de laine trop grand pour son corps devenu frêle. Elle pianotait sur son téléphone avec cette concentration lente et appliquée qu'elle mettait en toute chose. « Tu rentres tard, ma chérie. » La réception s'est éternisée après minuit. Clémence posa son sac et s'assit à ses côtés. « Pourquoi tu ne dors pas, maman ? » ?»« Je t'attendais. »« Tu n'as pas de raison de le faire. Tu sais que je sais me débrouiller. » Son père était parti 1 an et demi après le diagnostic, sans même laisser un mot sur la table de la cuisine. Clémence avait 14 ans à l'époque. Elle était devenue le pilier de la maison par nécessité, pas par choix, et cette nécessité s'était ancrée en elle si profondément qu'elle ne la ressentait même plus comme un fardeau. C'était là, c'est tout. Elle travaillait. Elle s'occupait de tout. Elle restait. « Comment s'est passée ta soirée ?» demanda Agnès. « Bien. Rien de spécial. Tu as pu manger quelque chose. Le personnel a eu un plateau repas. Ce n'est pas une réponse. » Clémence esquissa un demi-sourire, celui qu'elle ne réservait qu'à elle. « J'ai mangé, maman, ne t'en fais pas. » Agnès posa son téléphone sur ses genoux et tourna les yeux vers les lumières de la ville qui se reflétaient sur le Rhône. Lyon, la nuit, devenait une cité de silence, bien loin du tumulte touristique de la journée. La ville nocturne était faite de pierre, de calme et d'une odeur de pluie imminente. « Clémence, » dit-elle doucement sans se détourner. « Oui, tu sais que tu n'es pas obligée de travailler chaque week-end. Je sais, pourtant tu le fais. Je sais aussi. » Elles restèrent assises en silence, la mère et la fille, dans cette quiétude dense qui se tisse entre deux êtres qui se connaissent trop bien pour avoir besoin de tout s'expliquer. « Allez, va dormir maintenant », finit par dire Clémence en se levant pour l'aider à rejoindre son lit. Agnès se laissa guider lentement, de ce pas incertain qui était devenu la norme ces 2 dernières années, chaque fois que son cœur travaillait à la limite de ses capacités. Dans la chambre, qui n'abritait qu'une armoire et une vieille photo de Clémence à 8 ans, souriante comme seuls les enfants savent l'être, Agnès s'allongea et Clémence remonta la couverture. « Merci, mon cœur, » murmura Agnès. « Bonne nuit, maman. » Clémence ferma la porte et se retira dans sa propre chambre. Un petit espace avec un lit, un bureau et une pile de dossiers liés aux frais médicaux et au planning de travail. Elle s'assit et ouvrit un classeur. Elle vérifia le solde du compte, calcula ce que la vacation du soir couvrirait de la prochaine échéance clinique et nota le reliquat. L'écart se réduisait, plus petit que la semaine précédente. Elles étaient presque à l'équilibre, ce qui constituait un progrès. Un progrès mesuré en millimètres, mais un progrès tout de même. Elle dormit moins de 4 heures cette nuit-là, comme presque chaque nuit. Au matin, elle se leva au son de l'alarme, prépara le café. Un pour elle, un pour sa mère, et partit pour son second emploi, le nettoyage matinal d'un complexe de bureaux, une vacation qui commençait à 5 heures pour finir à 9. Dans l'ascenseur de l'un des immeubles, une structure moderne de verre dans le quartier de la Part-Dieu, Clémence vérifiait la liste des bureaux à traiter. Elle ne pensait à rien de particulier. Clémence Morel pensait rarement à rien de particulier. Elle avait une liste, un programme, une tâche à accomplir. Puis les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 5e étage et un homme s'apprêta à entrer alors qu'elle s'apprêtait à sortir. Ils s'immobilisèrent tous les deux. Julien Valois la regarda avec la même expression que la veille dans la cour, attentive, calme, dépourvue de jugement, et dit simplement « Bonjour ?»« Bonjour », répondit-elle en le dépassant pour sortir. Les portes se refermèrent. Clémence resta un instant à fixer les parois métalliques tandis que l'ascenseur redescendait, sa liste à la main, sans même essayer de rationaliser pourquoi son cœur battait un peu plus vite que de raison.
Elle devait économiser son énergie pour le travail, pas pour de telles futilités. Mais l'énergie, parfois, a ses propres projets, peu importe la fermeté avec laquelle on tente de l'enfermer dans des schémas rationnels. Ce matin-là, à 5h et quelques minutes, au 5e étage d'un immeuble de bureaux lyonnais, Clémence Morel pensa pour la première fois depuis bien longtemps à quelqu'un d'autre entre deux tâches. C'était le début. Une semaine après la réception, Julien Valois était dans son bureau au 5e étage et fixait l'écran qui affichait les projections de revenus pour le trimestre suivant. Les chiffres étaient bons. Excellents même. 3 des sociétés de son portefeuille croissaient à un rythme supérieur à la moyenne et un nouveau contrat majeur était sur le point d'être signé. Tout était comme cela devait être. Pourtant, il éteignit son écran. Ce n'était pas un bon signe. Quand on éteint un écran affichant des données positives en plein milieu de la journée, cela signifie que la tête est ailleurs. Il repensait à ce vendredi matin, peu après 5h, et à la femme qui était sortie de l'ascenseur avec un presse-papier à la main et n'avait pas semblé le moins du monde surprise de le voir. Elle avait juste dit « bonjour » et avait passé son chemin, sans mise en scène, sans chercher la conversation, sans ce tressaillement particulier qu'ont les gens lorsqu'ils le reconnaissent et décident s'il est profitable ou non de lui parler. Juste « bonjour » et au boulot. Julien avait 33 ans et possédait 3 entreprises dans le secteur technologique. Il avait vendu la première à 23 ans, une application de gestion pour petites entreprises qu'une multinationale avait rachetée pour une somme suffisante à bâtir les fondations de son empire. La deuxième, il l'avait créée de zéro, lentement, en partant d'un bureau d'une seule pièce. La troisième était née l'année précédente. Il n'avait jamais aimé célébrer ses succès. Il les voyait seulement comme des conditions nécessaires pour l'étape suivante. C'était le caractère de celui qui a grandi en sachant exactement ce que signifie ne pas avoir. Pas comme une histoire romancée, mais comme une réalité quotidienne. Il savait ce que signifiait étudier à la bibliothèque parce qu'il n'y avait pas de chauffage à la maison, ou manger la même soupe 3 jours de suite en faisant semblant qu'elle était exquise pour que sa grand-mère ne voie pas à quel point il était fatigué. D'une telle enfance, on sortait soit brisé, soit d'acier. Il était sorti d'acier, mais il avait emporté avec lui quelque chose de plus raffiné que le métal, la capacité de voir ce que les autres ignorent, de lire entre les lignes, de distinguer les choses vraies de celles posées là pour faire semblant. C'est pour cela qu'il avait peu de vrais amis. C'est pour cela que, lors des réceptions, il se tenait toujours plus près des murs que du centre de la salle. Et c'est pour cela qu'une semaine plus tôt, il avait reconnu immédiatement que ce qu'il voyait chez Clémence n'était ni de la maladresse ni de la malchance. C'était une personne en équilibre sur un fil trop mince avec trop de poids sur les épaules, possédant cette calme détermination qui ne vient pas de la paix, mais de la décision de ne pas montrer à quel point on a mal. Il se leva de son bureau. Il sortit, traversa l'open space où ses collaborateurs pianotaient sur leur clavier, prit l'ascenseur et descendit au rez-de-chaussée. Le café du hall vendait des boissons dans des gobelets en carton et des sandwichs sous vide. Il prit un café et sortit. Il n'avait aucune raison d'être dehors. Mais il sortit quand même. C'était le genre de comportement pour lequel il n'aurait eu aucune explication si quelqu'un la lui avait demandé. Simplement, il sortit. Elle était là. Elle ne l'attendait pas, évidemment. Elle était assise sur un banc près d'une fontaine éteinte et mangeait quelque chose dans un emballage en papier, un jambon beurre probablement, en fixant l'écran de son téléphone avec une concentration qui disait qu'elle regardait quelque chose d'important, pas qu'elle faisait défiler les réseaux sociaux sans but. Julien s'arrêta. Il évalua la situation. Il s'approcha. Pause déjeuner, elle leva les yeux. Elle n'était ni surprise ni particulièrement ravie. Elle le regarda avec cette évaluation mesurée qui lui rappela leur première rencontre. 8 heures, moins 1 heure de pause. Elle désigna l'immeuble d'un geste du menton. « Vous travaillez déjà à 5 heures du matin ? J'ai des visioconférences avec des partenaires sur d'autres fuseaux horaires. Pratique. Pas toujours. » Il s'arrêta près du banc, sans s'asseoir, sans y être invité. « Je dérange ? » Une brève évaluation. « Non. » Il s'assit. Ni trop près, ni trop loin. Clémence continua de manger son sandwich, il but son café, et pendant un moment, ils restèrent dans un silence qui était calme, pas embarrassant. « Combien d'heures travaillez-vous par jour ?» demanda-t-il enfin. Une pause. « Pourquoi cette question ?»« Parce que ce matin à 5 heures, vous nettoyez le 5e étage, et l'autre soir à minuit, vous serviez du champagne dans un hôtel particulier. » C'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Il accepta la correction. Quoi qu'il en soit,
Clémence replia l'emballage en papier et le mit dans sa poche. Elle regarda la fontaine vide. Entre 12 et 14 heures, selon les jours. Elle dit cela d'un ton plat, comme une statistique. Il ne dit rien tout de suite. Et dans ce silence, qui n'était fait ni de pitié, ni de choc, ni de cette admiration mielleuse, qui est parfois pire que la compassion, elle reconnut quelque chose de rare. Un homme qui traitait l'information sans réagir à l'émotion de l'information. « Pourquoi ne pas utiliser les options du système de santé publique ?» demanda-t-il doucement, ajoutant aussitôt « Pardon, c'est une question trop directe. »« Ce n'est pas trop direct, » répondit-elle. « La liste d'attente est trop longue. Ma mère attend depuis 3 ans. La valve, elle, n'attend pas autant. »« Je comprends. Vraiment ?» Il regarda la fontaine. « Ma grand-mère a attendu 2 ans et demi. Entre-temps, son état s'est aggravé. Quand ils l'ont opérée, l'intervention a été 3 fois plus compliquée qu'elle ne l'aurait été l'année précédente. » Clémence le regarda en biais. Ce n'était pas un argument pour la convaincre. Ce n'était pas une histoire racontée pour plaire ou faire de l'effet. C'était juste la vérité, dite simplement par un homme qui portait sa propre version de la même peur. « Ils l'ont opérée ?» demanda-t-elle. « Oui, elle a survécu. Elle avait 77 ans. Ma mère en a 58. » Un léger mouvement, presque invisible. Julien sembla s'adoucir un peu au niveau des épaules. Il ne dit pas « Eh bien, elle est jeune, elle s'en sortira ». Il ne dit rien qui soit une consolation emballée, comme de la logique. Il se contenta de hocher la tête, comme si ce chiffre avait un poids qui méritait le respect. « Je devrais remonter », dit-il enfin en se levant. « Moi aussi », dit-elle, tout en restant assise encore un instant. Il fit 3 pas, puis se retourna. « Est-ce que cela aurait du sens de vous offrir un vrai café vendredi ? Pas ici. Dans un endroit avec de vraies chaises et un café qui a le goût de café. Êtes-vous libre ?» Clémence l'observa. Il y avait bien des façons dont elle aurait pu répondre, et dans sa tête, elle dressa instantanément le pour et le contre avec ce tableau mental qu'elle s'était construit au fil des ans. Ce qui en vaut la peine, ce qui ne l'est pas, ce qu'on peut se permettre, ce qui n'est pas prudent. « Vendredi à 15 heures, j'ai une coupure d'1 heure et demie, » finit-elle par dire. « Vendredi, 15 heures. » Il acquiesça. C'est un bon créneau. Il s'en alla. Elle resta sur le banc encore 1 minute, songeant qu'il n'était que 8 heures du matin, qu'elle avait encore 2 heures de ménage, puis un court sommeil avant son service de l'après-midi dans un bistrot près de la gare, et que vendredi était dans 3 jours. 3 jours, c'est long, ou court selon le côté d'où on regarde. Le vendredi arriva avec quelques nuages et une odeur de pluie qui, à Lyon, signifie que le Rhône et la Saône sont d'humeur sombre. Clémence sortit pour sa pause à 3h moins 2 et le trouva devant un petit café au bout d'une rue pavée. Un endroit avec 2 tables de bistrot dehors et 5 en bois à l'intérieur, avec un arôme de torréfaction artisanale qui s'échappait de la fenêtre ouverte. Il ne portait pas de veste. Il avait un pull sombre, pas de cravate. Il semblait différent, moins semblable à une photo de magazine économique, plus proche d'un homme capable de s'asseoir à une table en bois piqué et de manger sans chichi. Ils entrèrent, commandèrent, s'assirent près de la fenêtre. « Dis-moi quelque chose qui n'est pas sur ta liste de choses à faire », dit-il. C'était une phrase étrange, mais Clémence comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. « J'aime le graphisme », répondit-elle. C'était une chose si lointaine de son quotidien qu'elle l'avait presque oubliée. À l'école, je dessinais tout le temps. Mes professeurs voulaient que j'aille aux Beaux-Arts ou dans une école de design. Ça n'a pas été possible. Pourquoi ? Ma mère est tombée malade cette année-là, et il n'y avait pas d'argent. Tu as des regrets ? Courte pause. Parfois. Pas pour les études en soi, pour le temps où je dessinais. Et tu as arrêté ? Complètement ? J'ai réduit drastiquement. Elle regarda son café. Quand on a trop de tâches et trop peu de sommeil, les choses qui ne sont qu'à soi sont les premières à tomber de la liste. Julien but une gorgée lentement. C'est vrai. Il marqua une pause. Pour moi, c'était la lecture. Je lisais énormément quand j'étais gosse. J'ai appris à coder dans les livres de la bibliothèque municipale parce qu'on n'a pas eu Internet à la maison avant mes 17 ans. Puis quand j'ai commencé à gagner de l'argent, quand j'ai eu les moyens d'acheter tous les livres que je voulais, je n'ai soudain plus eu le temps de lire. C'est ironique. Ouais, très. Un sourire bref et vrai. Maintenant, j'achète des livres et je les pose sur une étagère. Moi, j'ai un carnet de croquis que j'ai ouvert 2 fois en 2 ans. Pourquoi ne pas l'ouvrir une 3e fois ? Clémence le regarda dans les yeux. Parce que chaque fois que je le regarde, je vois la liste des choses que je ne suis pas en train de faire. Il comprit sans besoin d'explication.
C'était le genre de réponse qui en dit plus qu'elle n'en énonce et qui exigeait le genre d'auditeur capable de l'accueillir correctement. Il l'était. Ils discutèrent pendant 1h15. De la grand-mère et de la mère, de ce que signifie s'occuper d'un parent malade et de la façon dont cela forge une personne de manière à la fois pesante et précieuse. De la façon dont Lyon change entre l'été et l'hiver, bruyante et étincelante pour l'un, silencieuse et faite de pierre et de vrais gens pour l'autre. Il lui raconta s'être installé ici il y a 7 ans parce qu'il avait besoin d'une ville qui ait une histoire, mais qui ne soit pas Paris. Elle demanda pourquoi pas Paris. Il répondit « Parce qu'à Paris, tout le monde sait qui vous êtes ou qui vous devriez être. Ici, il faut gagner le droit d'être connu. » C'était une réponse qui sonnait juste. Quand l'heure et demie fut écoulée et qu'elle dut partir, Julien dit seulement « Mercredi, j'ai une présentation à 7h du matin. Tu viens nettoyer à 5h ? Oui. Je peux laisser un café devant le bureau. » Clémence s'arrêta sa chaise à mi-chemin. Ce n'était pas un geste romantique. C'était un geste logistique qui disait « Tu es là à 5h et je serai là à 7h. Au milieu, il y a 2 heures où tu peux avoir un café chaud sans avoir à le payer. » C'était un geste qui traitait son emploi du temps comme quelque chose de réel, pas comme quelque chose à changer ou dont il fallait être sauvé. « Merci, » dit-elle doucement. Il hocha la tête et ils se séparèrent. Le mercredi arriva et le café l'attendait devant la porte du bureau dans un gobelet noir avec son couvercle, sans petits mots, sans théâtre. Clémence le prit et continua sa tournée. Elle le but entre le 2e et le 3e étage, dans le couloir, seule, son balai appuyé contre le mur. Et ce fut peut-être la minute la plus tranquille de sa semaine. « Qu'est-ce ça t'ennuie qu'il te voie maintenant, n'est-ce pas ?» lui dit Rosa, sa responsable de la société de nettoyage, la semaine suivante. Rosa était une femme d'une 60aine d'années, robuste, les cheveux gris courts et une voix qui était un instrument de mesure pour chaque situation. Elle savait être douce quand il le fallait et tranchante si nécessaire. Clémence ne répondit pas tout de suite. Elle continua de nettoyer la vitre de l'entrée. « Il commence à te voir vraiment », continua Rosa sans jugement mais sans romantisme. « Et c'est dangereux, Clémence. Pas parce que c'est un mauvais homme, je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, mais parce que les hommes riches ne fréquentent pas les filles comme toi. Ils s'amusent, ils passent à autre chose et ils retournent dans leur monde. »« Je sais, » dit Clémence. « Tu le sais ici. » Rosa toucha son front. « Mais est-ce que tu le sais là ?» Elle posa sa main au centre de sa poitrine. Clémence continua de frotter la vitre. « C'est pour ça que je te le demande, » conclut Rosa en s'éloignant vers les escaliers. Cet avertissement resta avec Clémence plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Ce n'était pas faux. Rosa ne disait jamais de choses fausses. Elle disait des choses déplaisantes parce qu'elles étaient exactes, et c'était l'une de ces vertus qui ressemblent à de la cruauté, mais qui sont en réalité une forme de protection. Mais l'avertissement et la réalité sont 2 catégories distinctes. Et Clémence Morel était une personne qui connaissait la différence entre ce dont il faut être consciente et ce qui est effectivement en train d'arriver. Ce qui arrivait, c'est que le jeudi soir, assise à sa table avec sa liste de dépenses devant elle pour la première fois après une longue série de nuits, elle referma ce classeur avant d'avoir fini ses calculs. Elle prit son carnet de croquis. Elle ne dessina rien de spécial. Elle dessina la fenêtre, cette fenêtre du café aux tables en bois où il s'était assis vendredi, avec la courbe d'une chaise de bistrot à l'extérieur. Elle dessina lentement, avec une concentration différente de celle qu'elle mettait dans ses comptes. Celle-ci était plus silencieuse, chargée d'un calme qui ne consommait pas d'énergie, mais en restituait. Quand elle eut fini, elle regarda le dessin. C'était beau. À vrai dire, c'était vraiment beau. 2 ans dans un tiroir n'avaient pas tué le talent. Il l'avait seulement enseveli sous des couches de fatigue et de pragmatisme. Elle ferma le carnet et le laissa sur la table. Pas dans le tiroir. C'était un petit déplacement, presque invisible. Mais Clémence Morel avait grandi sur de tels déplacements, sur de petits changements de programme qui disaient « quelque chose, en silence et sans prévenir, a commencé à bouger ». 2 semaines après ce premier café, Julien invita Clémence à une soirée d'entreprise. Il ne le formula pas comme une invitation galante. Il le dit simplement, un matin dans le couloir, alors qu'elle rangeait son matériel en fin de service. « Samedi, j'ai une soirée avec des investisseurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, mais je te pose la question. » Clémence le regarda. C'était une proposition inattendue, pas tant pour l'événement lui-même que pour la façon dont il était offert, non pas comme un ordre, ni comme une stratégie ou un privilège, mais comme une question qui respectait la réponse, quelle qu'elle soit. « Pourquoi ?» demanda-t-elle franchement. «
Parce que ce sont mes associés et qu'ils donnent une certaine image de moi. Et parce que j'aimerais que tu me vois dans le contexte qui est mon quotidien. Une courte pause. Et parce que cela me ferait plaisir que tu sois là. C'était une réponse suffisante. D'accord, dit-elle. Le samedi arriva avec des nuages qui se dissipèrent vers le soir, laissant un ciel limpide et étoilé. La réception se tenait dans un nouvel hôtel sur les quais du Rhône qui semblait sorti d'un catalogue international, tout en verre, chrome et formes géométriques coûteuses, mais dénuées de caractère. Clémence arriva avec une petite robe noire qu'elle avait depuis un mariage 4 ans plus tôt et des chaussures propres mais sans marque. Elle était vêtue décemment. Elle ne cherchait pas à être ce qu'elle n'était pas. Julien l'attendait devant. Quand il la vit, il ne commenta ni sa tenue ni son apparence. Il se contenta de hocher la tête et dit « Je suis content que tu sois venu ». À l'intérieur, il y avait une vingtaine d'invités, pour la plupart des hommes d'une 50aine d'années, avec des compagnes portant des robes qui valaient plus que le revenu mensuel de Clémence. Elle enregistra tout en silence, sans drame. Elle avait grandi à Lyon, elle avait vu beaucoup de touristes fortunés, elle n'était pas fascinée par le luxe en tant que tel. Elle était fascinée, ou non, par ce qu'il y avait sous le luxe. Sous le luxe, il y avait ceci. « Vous êtes, dit-il avec une pause intentionnelle. « Clémence, répondit-elle. « Clémence. » Il répéta le prénom comme s'il en testait la sonorité. « Dans quel secteur travaillez-vous » Clémence le regarda droit dans les yeux. « Le secteur des services. » Ah. Tout tenait en une seule syllabe. « Ah. » Ce son qui n'était pas une insulte, mais qui était tout ce qu'il fallait pour clore la catégorisation. Julien l'entendit. Clémence vit son visage se crisper légèrement, cette subtile contraction autour des yeux. Il continua la conversation, mais plus avec Benoît, plutôt avec un investisseur plus âgé qui avait un caractère différent. Clémence s'écarta un peu et prit un verre d'eau minérale à un serveur. Elle resta là à observer la pièce. Derrière elle, 2 femmes, épouses ou compagnes de quelqu'un, elle ne savait qui, parlaient à voix basse, mais pas assez. « Il a encore ramené l'un de ses projets, » dit l'une. « J'ai vu. Elle n'est pas mal, mais cette robe, au moins il a du goût pour les femmes, même s'il se trompe de classe sociale. » Clémence resta là, son verre à la main, regardant vers la fenêtre. La vitre reflétait la pièce derrière elle et, dans ce reflet, elle se vit, une petite silhouette dans une robe noire de 4 ans d'âge, avec la main qui serrait le verre un peu trop fort. Ce n'était pas de la colère. C'était ce froid glacial que l'on ressent quand tout ce qu'on porte en soi comme voix intérieure depuis des années reçoit soudain une voix extérieure qui vous dit la même chose, que vous êtes une curiosité, un projet, quelque chose de moins. Elle posa son verre sur la table la plus proche. En une seconde, Julien fut là. Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il en avait vu assez du coin de l'œil. Il se plaça entre elle et ses femmes, se tourna vers elle et dit doucement « On s'en va ». Il sortira sur la terrasse qui surplombait le Rhône. C'était une nuit fraîche et aucun autre invité n'était dehors. Julien s'appuya au parapet, elle à côté de lui, et personne ne dit rien pendant la première minute. « Je dois rentrer chez moi », dit-elle enfin. « Je sais. Je t'accompagne. Tu devrais rester. Je ne dois rien faire qui ne soit pas important pour moi. » Il se tourna vers elle. Ils étaient proches, assez pour voir que dans ses yeux gris-bleus, il y avait quelque chose de plus que du sérieux. Ce qu'ont dit ces femmes, c'est le vide, Clémence. Rien de tout cela ne dit quoi que ce soit sur toi, cela dit tout sur elle. « Je sais », répondit-elle. Et elle le pensait vraiment, car elle le savait. Mais savoir une chose et ne pas en être blessée sont 2 compétences différentes, et la seconde est bien plus difficile que la première. « Ce que tu ne sais pas, continua-t-il plus bas, c'est que dans cette salle, j'ai parlé à 21 personnes ce soir, et tu es la seule qui ait dit une chose vraie quand Benoît t'a interrogé sur ton travail. » Elle le regarda. « C'est quoi la chose vraie ?»« C'est Lucky secteur des services. » Un court sourire. Personne d'autre ici ne l'aurait dit sans broder autour. Clémence regarda le fleuve qu'on ne voyait pas mais qu'on entendait, le calme écoulement de l'eau dans l'obscurité sous la terrasse. « Eux, qu'est-ce qu'ils disent ?» demanda-t-elle. « Conseil stratégique, communication d'entreprise, gestion de portefeuille. » Une petite pause. Quelqu'un a dit « management créatif » pour ce qui est en réalité de la vente de polices d'assurance. Elle ne sourit pas tout de suite. Puis elle éclata de rire. Un rire bref, vrai. Ce rire inattendu qui sort quand on est fatigué et que quelque chose vous frappe vraiment. Il regarda ce rire comme s'il le voyait pour la première fois. « Je te ramène », dit-il doucement. « D'accord. » Dans la voiture, le silence régna.
Il conduisait lentement dans les rues nocturnes de Lyon et ne posait pas de questions pour combler le vide. Clémence était assise de côté, regardant par la vitre. Devant son immeuble, dans une rue étroite, il s'arrêta. Elle ouvrit la portière mais hésita. « Julien, oui, j'ai besoin de te poser une question directe. Pose-la. Est-ce que tout ceci a un sens ?» Elle chercha ses mots. « Ou est-ce que pour toi, c'est une sorte de distraction de la réalité ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il ne sourit pas, ne s'offusqua pas, ne prit pas l'air de celui qui console. Il resta à regarder droit devant lui à travers le pare-brise. « J'ai eu 3 relations importantes dans ma vie, » dit-il enfin. Toutes les 3 venaient d'un milieu différent du mien. Elles se sont terminées parce que je n'ai pas été honnête avec elles. Je ne leur ai pas donné de vraie place dans ma vie, je les emmenais dans des cafés mais pas dans les endroits qui comptaient vraiment. J'appelais ça de la discrétion, mais en réalité, c'était de la lâcheté. Clémence écoutait sans commenter. « Je ne sais pas où va cette histoire entre nous, mais je sais qu'avec toi je ne fais pas ce que je faisais alors, et ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à qui je suis maintenant. » C'était une phrase honnête, pas belle, honnête. « Merci de me l'avoir dit, » dit-elle doucement. Elle sortit de la voiture, entra dans l'immeuble, s'assit à côté de sa mère qui dormait et regarda longuement l'obscurité, la main sur celle de sa mère, songeant à la différence entre protection et isolement, entre prudence et peur. Rosa avait raison de l'avertir. Mais un avertissement et une sentence ne sont pas la même chose. Le soir suivant, Clémence ouvrit la porte de chez elle et trouva sa mère sur le canapé avec une tasse de thé et un vieil album de photos sur les genoux. Un album qu'elle sortait rarement, qui datait d'avant que la maladie ne devienne la définition de leur vie. « Qu'est-ce que tu regardes, maman ?»« De vieilles choses, » répondit Agnès. Elle désigna la place à côté d'elle. Clémence s'assit et regarda l'album. C'étaient des photos de l'atelier. Agnès jeune, la trentaine, entourée de tissus, de mannequins et de portants remplis de robes. Vivante, énergique, avec cette lumière particulière de ceux qui font ce qu'ils aiment. « Je ne savais pas que tu avais eu ton propre atelier, » dit Clémence. « Tu n'avais pas à le savoir, tu étais petite. » Une pause. « J'avais du talent, Clémence, un vrai talent. Je dessinais pour des maisons de couture, je préparais une exposition à Paris. Puis la maladie est arrivée, ton père est parti et tout s'est arrêté. Tu as des regrets ?» Agnès regarda longuement la photo. « Pour l'atelier ? Oui, mais je n'ai pas de regrets pour la vie que j'ai vécue. » Elle se tourna vers sa fille. « Je t'ai enseigné une mauvaise chose, tu sais ? » ?»« Laquelle ? » ?»« Je t'ai appris à ne pas faire confiance aux hommes qui restent. Parce que le seul que je connaissais bien, il est parti, et tu l'as vu à 14 ans. » Sa voix était ferme, mais ses yeux ne l'étaient pas. « Tous les hommes ne sont pas ton père, Clémence. » Clémence resta assise sans parler. « Peu importe qui c'est la personne que tu fréquentes, tu n'as pas à me dire qui c'est, mais ne laisse pas ma peur devenir ton mur. » Elle posa une main sur celle de Clémence. « La douleur arrive de toute façon, dans tous les cas. Choisis au moins la douleur qui vient d'avoir essayé. » Clémence resta longtemps à côté de sa mère sans rien dire. Ce n'était pas nécessaire. Le lendemain matin, à 5 heures et quelques, alors qu'elle rangeait son matériel dans le couloir du 5e étage et que le café n'était pas devant la porte parce que Julien n'avait pas de réunion tôt ce matin-là, Clémence prit son téléphone et écrivit un message. Elle écrivit « Je suis libre samedi soir. » Si l'offre tient toujours. Elle ne l'envoya pas tout de suite. Elle fixa le texte, puis elle appuya sur envoi. La réponse arriva en moins d'1 minute. Elle disait simplement « Oui, à 7 heures. Je passe te prendre. » Et Clémence Morel, dans le couloir d'un immeuble de bureau à 5 heures du matin, son balai au mur et sa liste à la main, ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis très très longtemps. Quelque chose qui ressemblait à de l'anticipation, pas de l'espoir, c'était un mot trop dangereux, mais de l'anticipation, ce sentiment silencieux et inquiet qui dit que devant soi, il y a quelque chose qui vaut l'attente. C'était une raison suffisante. Le samedi à 7 heures amena Julien à sa porte. Pas la voiture devant l'immeuble, mais lui en personne, à pied, les mains dans les poches et sans cette patine de bureau qu'il portait les jours de semaine. Clémence le remarqua immédiatement. Il était différent sans le contexte du bureau ou de la réception. Il semblait en quelque sorte plus petit et plus grand à la fois. Plus petit parce qu'il n'y avait pas l'armure, plus grand parce que ce qui restait sans armure semblait réel. Ils se mirent en route. Elle l'emmena dans un endroit qui n'était pas un restaurant à la mode, mais un vieux bouchon lyonnais avec des tables en bois et des verres à vin épais. Le bouchon de pierre, dans une ruelle derrière la place des terreaux, tenu par un homme de 70 ans aux moustaches blanches
et a l'habitude de ne pas vous demander combien de temps vous resterez, mais seulement ce que vous voulez manger. Clémence y allait depuis qu'elle était enfant. Quand sa mère allait bien, elles y allaient le vendredi soir manger un saucisson brioché fait selon une recette qui n'était écrite nulle part. Julien s'assit à la petite table de sapin, usée par les années, et commanda un pot de Côtes-du-Rhône. Pierre le regarda comme il regardait tous ceux qui entraient pour la première fois, avec cette calme évaluation de qui vous êtes et de ce qui peut sortir de vous. « Nouvelle invitée » demanda Pierre à Clémence. « Oui, je regarde ses mains. » Pierre observa les mains de Julien posées sur la table, pas cachées, pas gesticulantes. Les mains en disent long. « Que disent les miennes » demanda Julien, sans ironie, sincèrement intéressé. Pierre le regarda dans les yeux. « Elles disent que vous avez fait quelque chose qui exigeait de la précision, et que vous n'avez pas toujours eu ce que vous avez maintenant. » C'était un résumé exact, dit par un homme qui ne savait probablement même pas ce qu'était une start-up. Clémence buvait son vin et observait la réaction de Julien. Il ne sourit pas avec suffisance, ne confirma ni ne nia. Il se contenta d'acquiescer, lentement, comme on acquiesce quand quelqu'un dit une vérité sans savoir qu'elle l'est. Ils parlèrent longtemps dans ce bouchon. De Lyon, de la façon dont elle avait été son univers entier en grandissant, et de la façon dont elle avait compris au fil des ans qu'elle était petite et grande à la fois. Petite parce que tout le monde sait tout, grande parce qu'elle doit accueillir chaque arrivée et chaque départ. Il lui raconta avoir grandi à Saint-Étienne, dans un quartier qui n'avait rien de touristique, une enfance faite de bruits de voisins, de bus qui ferraillaient la nuit et de fenêtres qui fermaient mal, si bien que les nuits d'hiver, la respiration créait de la buée dans la chambre. Clémence écoutait et le regardait pendant qu'il parlait, non pas au sens d'observer quelqu'un de l'extérieur, mais au sens d'écouter quelqu'un de l'intérieur, cette façon d'écouter qui note ce qui est dit et ce qui est omis. « Votre grand-mère, celle avec qui vous viviez, dit-elle, savait-elle ce que vous deviendriez ?» Il hésita. « Elle ne savait pas ce que je deviendrais. Elle savait qui j'étais. » Il y a une différence ? Une énorme différence. Qui on est est constant. Ce qu'on devient est variable. Il regarda son verre. Une fois, elle m'a dit, je devais avoir 15 ou 16 ans. Elle m'a dit, n'essaie pas de m'impressionner avec de l'argent. Tu m'impressionnes si tu te soucies des bonnes choses. Une courte pause. Elle n'a pas vécu assez longtemps pour voir le vrai argent, mais je pense qu'elle aurait été impressionnée. Clémence accueillit ces paroles en silence. Le silence entre eux n'était pas gênant. C'était ce genre de silence où deux personnes sont assises assez près pour se sentir et assez loin pour avoir leur propre espace, et où rien ne doit être comblé de force. Quand ils sortirent, Pierre les salua sur la porte d'un classique. « Revenez vite. » Dans la rue, Julien demanda « Depuis combien de temps viens-tu ici ?»« D'aussi loin que je me souvienne. »« Ça avait la même odeur que la maison de ma grand-mère, » dit-il doucement, et ce n'était pas un commentaire romantique. C'était une observation venant d'une partie spécifique d'un homme qui enregistre certaines choses d'une certaine manière. Ils marchèrent vers les quais. La nuit était limpide, le fleuve calme, les lumières des réverbères se reflétaient dans l'eau. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Lyon, hors saison, est une ville qui appartient à ses habitants, sans bruit, sans pression. « Clémence, dit-il enfin. »« Oui ?» ?»« Une galerie d'art, brièvement. J'ai une connaissance qui gère une galerie d'art contemporain dans le vieux Lyon. Elle cherche quelqu'un pour l'organisation des événements, pour la coordination avec les artistes. Quelqu'un qui sache traiter avec les gens et qui soit organisé. Pas besoin nécessairement d'un diplôme en histoire de l'art, elle cherche quelqu'un qui comprenne les gens et soit méthodique. La paye est nettement supérieure à la somme de tes vacations actuelles. » Clémence marchait droit et ne réagit pas tout de suite. « Quel est le rapport avec moi ?» demanda-t-elle enfin. « Je lui ai donné ton nom et j'ai donné tes références. » Pause. Sans lui dire que je te connaissais personnellement. Elle ne sait rien de notre lien. L'entretien serait basé exclusivement sur tes capacités. Clémence s'arrêta. « Pourquoi ?» Parce que cela aurait été une erreur de ne pas le faire. Il la regarda dans les yeux. « Ce n'est pas une faveur, Clémence. C'est... J'ai donné un nom à une personne qui m'a dit chercher quelqu'un d'organisé, de fiable et qui sache travailler avec les gens. Je t'ai décrite. Ce n'est pas différent de la façon dont fonctionne la moitié du monde du travail. Une recommandation de la part de quelqu'un qui te connaît. Mais tu es propriétaire d'entreprise. Moi, je nettoie tes sols. Tu nettoies les sols et tu portes un poids qui écraserait la moitié de ceux qui s'assoient sur ces sols. » Il ne dit pas cela avec une emphase dramatique. Il le dit d'un ton plat, comme s'il énonçait un fait. « Hélène est une femme bien.
Elle ne saura pas que nous nous connaissons, à moins que ce ne soit toi qui le lui dise. L'entretien est mardi. Clémence resta là, les quais derrière elle, à le regarder. En elle, deux forces poussaient dans des directions opposées. L'orgueil qui était son armure et la raison qui était son outil. L'armure voulait dire « Je n'accepte rien qui ne soit gagné par mon seul nom ». La raison regardait vers l'appartement où sa mère dormait avec des médicaments pas assez bons et vers les comptes qui étaient presque à l'équilibre, mais pas tout à fait. « Mardi à quelle heure ?» demanda-t-elle enfin. 10 heures du matin, rue Saint-Jean. Il lui écrivit l'adresse sur un petit morceau de papier qu'il sortit de sa poche. Il l'avait déjà prêt. Ce n'est pas un plan, c'est juste une porte ouverte. Va à l'entretien et dis-moi comment ça s'est passé. Elle prit le papier. Merci, dit-elle doucement. Il hocha la tête sans faire de scène. Le mardi arriva avec un vent fort qui nettoyait le ciel. Clémence se leva à 4 heures, ménage de 5 à 9. Puis elle se changea et se rendit dans le vieux Lyon. La galerie était dans un vieil immeuble de pierre, avec des murs blancs, des étagères en bois sombre et des toiles appuyées contre les murs à diverses étapes d'installation. Elle sentait la térébenthine, la pierre ancienne, et cette odeur spécifique des espaces qui ont longtemps été remplis de créativité. « Asseyez-vous », dit Hélène en désignant une chaise. Clémence s'assit. L'entretien ne dura pas les 30 minutes classiques, il dura 2 heures et quart. Hélène posa des questions sur les expériences organisationnelles, sur la façon dont Clémence gérait les conflits entre collaborateurs, sur la dernière chose vue qui l'avait frappée visuellement et émotionnellement. Clémence répondit honnêtement n'être allée ni dans des musées ni dans des galeries. Elle n'en avait eu ni le temps ni l'argent. Hélène hocha la tête et dit « Bien, parce que je n'ai pas besoin d'un autre critique prétentieux. J'ai besoin de quelqu'un qui sache travailler. » Clémence répondit avec sincérité à chaque question. Elle parla de l'organisation des événements dans le traiteur, de la coordination avec les fournisseurs pour la société de nettoyage. De la fois où, à 18 ans, elle s'était chargée de la moitié des responsabilités de son employeur hospitalisé, dressant seule un banquet pour 150 personnes, sans instruction. « Et qu'est-ce qui vous touche ?» demanda Hélène. Courte pause. « Les choses invisibles. Les choses qui sont là chaque jour mais que personne ne regarde. Par exemple, l'homme qui nettoie les rues à 6 heures du matin. J'espère que de temps en temps, quelqu'un lui dit merci ou au moins le regarde. On le regarde rarement. » Hélène resta à la fixer pendant 10 secondes sans parler. Puis elle dit « Quand pouvez-vous commencer ?» Clémence écarquilla les yeux. « Comment ?» J'ai dit « Quand pouvez-vous commencer ?» J'ai une exposition dans 3 semaines et j'ai besoin d'une organisatrice qui comprenne les gens, pas les catalogues. Clémence encaissa le coup, mais un bon coup de ceux qui vous déstabilisent dans le bon sens. Dans 1 semaine, si cela vous convient. 1 semaine. Hélène écrivait quelque chose sur un bloc. La paye est celle convenue avec la recommandation. 3 fois le tarif standard des événements. Vous travaillerez le vendredi, le samedi et sur rendez-vous pour les installations spéciales. Le reste du temps, vous êtes libre pour vos autres engagements, pourvu que le travail ici soit impeccable. Elle la regarda droit dans les yeux. Je sais de qui j'ai reçu votre nom, si cela vous intéresse. Quelqu'un que je connais depuis assez longtemps pour avoir confiance m'a appelé, mais je vous ai embauché parce que vous avez répondu honnêtement à la question sur les choses invisibles. Uniquement pour cela. Clémence resta immobile. Son cœur battait fort, mais son visage ne trahissait rien. « J'ai compris, » dit-elle. Le bus du retour sentait la pluie qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. Clémence était assise, le contrat de papier à la main, et regardait la ville défiler. Les vieux murs, les boulevards, les immeubles qui semblaient soudain moins hostiles. Elle écrivit un message à Julien. « Entretien fait. Embauché. » La réponse « Je le savais ». Elle fixa ces 3 mots et ressentit quelque chose qui n'était ni de la gratitude ni de l'enthousiasme. C'était une émotion plus silencieuse et complexe. Quelque chose comme la première grande inspiration après être restée trop longtemps en apnée. Sa mère pleura. Ce fut l'une des rares nuits où Agnès Morel pleura. Pas de tristesse, mais de cette douleur spécifique qu'est le bonheur mêlé au soulagement. Elles étaient dans la cuisine. Clémence préparait le thé et racontait la galerie, Hélène, la rue Saint-Jean, et Agnès écoutait, les mains entrelacées sur la table, s'essuyant les larmes avec la manche de son pull. « Ta grand-mère serait fière, » dit Agnès. « Je n'ai pas connu grand-mère. Tu la connais, dans ta façon de travailler. » Agnès regarda sa fille avec cette fierté étrange des parents qui ont beaucoup perdu, mais sauvé l'essentiel. « Il y a quelque chose d'elle en toi, cette part qui ne cède pas. » Clémence versa le thé dans les tasses et s'assit à côté de sa mère,
écoutant le son du lion nocturne, seulement le vent et le silence. Cette nuit-là, elle pensa à Julien. Elle pensa à la question qu'elle lui avait posée dans la voiture. Est-ce une distraction de la réalité? Et à la réponse qu'il avait donnée, lente et sans fioriture. Et elle se dit que sa mère avait peut-être raison, que la douleur arrive de toute façon, mais qu'il y a une différence entre la douleur qui vient d'avoir essayé et la douleur qui vient de rester enfermée dans une pièce sans jamais sortir. Elle, au fond, était restée dehors toute sa vie. Elle avait travaillé, marché, porté des poids. Peut-être était-il temps que quelqu'un d'autre l'aide à porter, au moins un peu, au moins de temps en temps. C'était peut-être assez de courage pour commencer. 2 semaines et demie après avoir commencé à la galerie, Clémence proposa une idée. Ce n'était pas un plan mûrement réfléchi. L'idée naquit durant une installation, alors qu'elle ajustait un panneau pour une nouvelle exposition intitulée « Le lion invisible », dédiée aux travailleurs quotidiens qui font tenir la ville. Les boulangers qui commencent à 3 heures du matin, les femmes qui nettoient les chambres d'hôtel que les touristes laissent en désordre, l'homme qui vide les corbeilles chaque matin pendant que le reste de la ville dort. Hélène avait rassemblé des photos pendant des semaines, fait des interviews, monté des histoires, et Clémence arrêtait devant l'une des photos, un boulanger avec de la farine sur les bras, le visage dans la pénombre, les yeux fixés ailleurs, dit doucement « Et si les visiteurs pouvaient laisser quelque chose, un message, dire quelque chose de jamais dit ?» Hélène leva les yeux de l'endroit où elle fixait une légende. Dans quel sens? Un panneau interactif, à la sortie, où les visiteurs peuvent laisser un message écrit à la main pour l'un des travailleurs sur les photos, ou pour un travailleur similaire dans leur propre vie. L'homme qui nettoie leur bureau chaque semaine et qu'ils n'ont jamais regardé dans les yeux. Le livreur qui leur apporte des colis chaque jour et qui, pour eux, n'a pas de visage. Une courte pause. Ces panneaux resteraient partie intégrante de l'exposition. Ils seraient lus par quiconque entre. Hélène resta immobile. Elle ne répondit pas tout de suite, mais regarda la photo du boulanger avec cette expression que Clémence apprenait à connaître, l'expression de celle qui traite sérieusement une idée, non pour encourager, mais par analyse. « Écrit à la main », dit enfin Hélène. « Pas un mail. » « Non, à la main, avec du papier et un stylo. » Pourquoi? Parce que quand on écrit à la main, on pense différemment, plus lentement, de manière plus personnelle. Hélène se tut longuement. Puis elle dit « Prépare-moi un brouillon d'ici vendredi. » Le brouillon était prêt jeudi, 5 pages. Le format des panneaux, le texte d'invitation, un exemple de message, le plan technique d'installation. Hélène le lut debout près de la fenêtre sans s'asseoir, ce qui était sa façon de lire les choses qui l'intéressaient vraiment. Quand elle eut fini, elle posa les feuilles sur la table et dit « On le fait ». L'idée entra dans l'exposition comme élément central. Lors de l'inauguration, un vendredi soir, dans une galerie pleine de visiteurs, des résidences historiques aux touristes, les panneaux étaient éclairés par une lumière spéciale et les stylos pendaient à des ficelles. Tard dans la soirée, les feuilles étaient pleines. Un homme âgé, un ancien ouvrier à en juger par ses mains, resta devant la photo d'un de ses collègues en lisant les messages sans rien dire. Mais il avait les yeux humides. Clémence resta dans un coin à observer et ressentit quelque chose de difficile à nommer. Ce genre de satisfaction qui ne vient pas du compliment, mais de la visibilité de son propre impact. L'idée était devenue quelque chose qui touchait les gens de manière non planifiée et non artificielle. 1 semaine après l'inauguration, un samedi matin, Hélène l'appela dans son bureau. Elle s'assit à son bureau et la regarda droit dans les yeux. « Les journaux ont parlé de l'exposition, dit Hélène. 3 portails web, un quotidien papier, tous parlent des panneaux. Je sais, j'ai vu. Ils parlent de toi comme de la coordinatrice de l'exposition qui a créé l'élément central. Ton nom est dans tous les articles. » Clémence resta assise, calme. « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» Courte pause. « Bizarre, mais un bizarre positif. » Hélène hocha la tête. « Bizarre positif est la bonne réponse. » Une petite pause. Et maintenant, une chose moins positive. Un portail de potins mondains, de ceux qui suivent les gens qui ont de l'argent, a écrit un entrefilet. Il s'intitule « Le talent de Cendrillon ou les bonnes connaissances ». Clémence encaissa sans réaction visible. Je l'ai vu. Et alors? Et alors ça ne change pas ce que j'ai fait. Hélène la regarda avec un regard qui était à la fois évaluation et soutien. Exactement. Elle se leva et lui tendit la main. Tu as bien passé ces premières semaines, Clémence, et c'est un jugement technique, pas un compliment. Je comprends la différence. Merci. Le samedi soir, Julien arriva avec cet article sur l'écran de son téléphone. Le talent de Cendrillon ou les bonnes connaissances
et il avait une expression qui disait qu'il était prêt à s'enflammer pour elle si elle le voulait. Clémence prit le téléphone, lut le titre et le lui rendit. « Laisse-les écrire, dit-elle. Moi je sais ce que j'ai fait. » Il regarda son expression calme et quelque chose en lui changea. Pas de manière dramatique, mais subtile, comme quand quelqu'un qui observe quelque chose depuis longtemps comprend enfin ce qu'il regarde. « Je suis tombé amoureux de toi à nouveau, » dit-il doucement, plus profondément qu'avant. C'était une phrase sans théâtre, simple et lourde. « Je sais, » répondit-elle, et elle ne le dit pas avec arrogance. Elle le dit avec la reconnaissance de quelque chose qu'ils savaient tous les deux et qui était sur la table depuis longtemps. Elle l'enlaça, longuement, sans besoin de mots. Et il resta là, ses bras autour d'elle en silence parce que rien d'autre n'était nécessaire. Les semaines suivantes apportèrent un nouvel équilibre. Clémence à la galerie, Julien dans ses bureaux, les deux se voyant le soir ou le week-end sans besoin d'une présence constante, avec cette saine liberté de deux adultes qui savent ce qu'ils veulent. Sa mère changea de clinique. Avec son nouveau salaire, Clémence avait réussi à lui assurer une structure conventionnée de haut niveau. Un endroit propre, lumineux, avec des médecins qui avaient le temps de parler et des infirmières qui se souvenaient du nom des patients. Quand Agnès entra dans la chambre pour la première fois, mur blanc, vraie lumière, fenêtre sur les collines, elle s'assit sur le lit et resta en silence pendant 1 minute. « Maman, tout va bien ?» Clémence était à ses côtés. « Tout va bien, ma chérie. » Agnès regardait dehors. « C'est juste que je me souviens de cet autre couloir vert qui ne sentait jamais bon. Ici, c'est beau. » Clémence lui serra la main. Pas besoin d'en dire plus. Cette nuit-là, assis dans un petit bar près de la galerie, Julien et Clémence restèrent des heures à parler de tout et de rien, de l'exposition, des plans pour la nouvelle installation, d'un livre qu'ils avaient tous deux lu à des années différentes et qui leur avait laissé des traces distinctes. C'était une conversation qui ne naît qu'entre deux personnes ayant franchi la frontière d'être des interlocuteurs pour devenir quelque chose de différent. Deux personnes qui s'écoutent dans ce profond où les choses sont réelles. Vers minuit, Julien dit « Tu sais que je n'ai jamais emmené personne ici ?»« Ici, dans ce bar. » Une courte pause. « Ici, au sens, dans mon vrai quotidien. » Clémence le regardait. « J'ai eu des femmes pour qui j'étais là, mais aucune n'était là pour moi. Tu comprends la différence ? Pas au sens dramatique, au sens aucune ne s'est jamais assise dans le bar que j'aimais en m'écoutant parler d'un livre qui était important pour moi à 16 ans. Et maintenant, demanda-t-elle doucement, maintenant il y a toi. » Ce fut la déclaration d'amour la plus simple que Clémence ait jamais reçue. Et c'était la seule qui ait tout son poids. Au matin, à l'heure où le soleil se levait à peine sur les toits de Lyon et où la ville était plus silencieuse que jamais, Clémence marchait seule le long du Rhône, les mains dans les poches et les pensées calmes et pleines. Elle pensait aux panneaux avec les messages dans la galerie, à l'ouvrier qui avait pleuré, à sa mère dans la chambre avec la fenêtre sur les collines. Elle pensait à Rosa qui disait que la douleur arrive de toute façon, et à sa mère qui disait « Choisis au moins la douleur qui vient d'avoir essayé ». Elle pensait à Julien qui s'asseyait dans le bar, qui était le sien, et écoutait parler des livres de ses 16 ans, comme s'ils étaient importants. Et elle se dit « C'est peut-être ça l'amour en vrai, pas dans les films et pas dans les romans, mais dans la réalité. Quelqu'un qui s'assoit là où tu es, quelqu'un qui entend ce qu'il y a entre les lignes, quelqu'un qui n'éteint pas tes affaires pour être plus à l'aise lui-même. » Elle s'arrêta au bout du quai et regarda le fleuve. Le Rhône au matin a une couleur spécifique qui n'existe qu'à cette lisière entre la nuit et le jour. Il n'est pas tout à fait bleu, ni tout à fait gris. Quelque chose entre les deux. Quelque chose qui n'a pas de nom exact. Les belles choses ont rarement un nom exact. Ce matin-là, Clémence Morel sentit que la part d'elle-même qui était restée fermée pendant des années, pas par méchanceté, mais par nécessité, pas par peur, mais par épuisement, commençait, en silence et sans cérémonie, à s'ouvrir. C'était l'un de ces changements qu'on ne voit pas pendant qu'ils arrivent. On ne les voit que lorsqu'on se retourne et qu'on comprend à quel point on est loin de l'endroit où l'on était. 6 mois après cette première rencontre, Clémence préparait en cuisine de petites portions de nourriture pour sa mère, quand Agnès entra avec une expression qui n'était pas celle habituelle du matin. « Je dois te dire quelque chose, » dit Agnès. Clémence s'arrêta, le couteau à la main. Le ton était calme, mais trop calme, celui de quelqu'un qui contrôle quelque chose qu'il ne veut pas laisser s'échapper trop tôt. « Assieds-toi, maman. » « Je m'assois, mais assieds-toi aussi. » Elles s'assirent. Agnès entrelaça ses mains sur la table,
un geste aussi vieux que les souvenirs de Clémence, un geste qui précédait toujours une information sérieuse. « Les examens ont montré quelque chose de nouveau », dit Agnès. « Le médecin a appelé hier soir. » Une courte pause. Au poumon. 2 petits nodules. Ils disent qu'ils sont encore petits, qu'il faut d'autres examens, qu'il pourrait n'être rien de grave, mais qu'on doit faire une biopsie tout de suite. Clémence resta immobile. Un calme extérieur qui était totalement séparé de l'intérieur, où tout tournait de manière vertigineuse et froide. Quand? La semaine prochaine? Qui est le médecin? Le docteur Bianchi. Il est bon? On dit que oui. Agnès regardait sa fille. Clémence. Maman, tout ira bien. On fera la biopsie, on aura le résultat et on saura quoi faire. C'était sa voix, celle qu'elle utilisait depuis des années, la voix qui était le pilier pour sa mère dans chaque crise. Mais à l'intérieur, derrière cette voix, quelque chose s'était déplacé, lourdement, comme un rocher au fond de la mer. Julien le sut le soir même. Clémence lui écrivit un court message. « Ma mère a un compte rendu qu'on doit approfondir. Biopsie la semaine prochaine. » Il fut chez elle en 25 minutes. Il entra, s'assit en face d'elle à la table de la cuisine et ne parla pas tout de suite. Simplement, il était là, ce genre de présence qui est plus pleine que n'importe quel discours. « Faut-il d'autres examens? Un second avis? » « Attendons la biopsie. S'il faut un spécialiste privé, dit-il d'un ton plat, sans pathos, fais-moi signe. L'argent n'est que du papier. Ta mère est importante. » Clémence regardait la table. Elle en avait assez de tous ces mécanismes de défense, de dire « ce n'est pas la peine, je me débrouille seule, je n'ai pas besoin d'aide ». Elle imagina sa mère dans le couloir vert qui ne sentait pas bon, et elle imagina sa mère dans la chambre avec la fenêtre sur les collines. « Merci », dit-elle seulement. La semaine suivante fut faite de 12 jours qui parurent 12 semaines. Clémence continua de travailler à la galerie. Hélène ne posait pas de questions, elle s'assurait seulement que les horaires soient flexibles. Julien était là chaque jour, d'une manière ou d'une autre. Parfois physiquement, parfois juste par un message, mais toujours présent. Et précisément durant ces jours-là, un magazine économique publia un portrait de Julien Valois. Le schéma habituel, 3 entreprises, croissance, succès, objectif. Et dans un paragraphe, que Clémence lut 5 fois, la journaliste rapportait une donnée sur sa vie privée, une série de brèves relations avec des femmes d'extraction sociale inférieure. Clémence était assise avec le magazine à la main et fixait ces mots. Une série de brèves relations. Extraction sociale inférieure. Cela sonnait comme la description clinique de ce dont elle avait eu peur dès le début. Qu'elle ne soit pas l'exception, mais le schéma. Qu'elle ne soit pas la personne qu'il avait vue, mais la catégorie dans laquelle il s'était réfugié parce qu'elle lui était commode. Elle alla à la galerie avec le magazine. Elle l'y trouva car ils avaient rendez-vous pour un projet. Elle attendit qu'Hélène aille dans son bureau, puis posa le magazine sur la table devant lui. « Lis ce paragraphe », dit-elle sèchement. Il lut, leva les yeux. « Je ne le nie pas », dit-il doucement. « 3 relations, toutes des femmes d'un milieu différent du mien. C'est la vérité. Pourquoi sont-elles finies ? » Une courte, longue pause. « Parce que je n'ai pas été honnête. Je les fréquentais, mais je ne leur donnais pas de place dans ma vie qui soit réelle. J'appelais ça de la discrétion. C'était de la lâcheté. Et moi ? » Sa voix était calme, contrôlée. « En quoi suis-je différente d'elle ? Comment savoir que tu n'es pas de nouveau dans le même schéma ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Je ne peux pas te le prouver avec une seule phrase. Essaie. Je t'ai emmené chez Pierre. Je n'y avais jamais emmené personne. » Courte pause. Avec elle, j'allais dans des restaurants coûteux et des endroits discrets. Avec toi, je suis allé là où je suis moi. Pause. Et je me suis rendu compte que je ne pense pas à comment te cacher. Je pense à comment te mériter. Clémence resta assise. En elle, il y avait beaucoup de voix, toutes les années qui lui avaient appris à se fermer, tous les avertissements de Rosa qui étaient logiques, toutes les peurs qui avaient du sens. Mais logique et vrai ne sont pas toujours la même chose. « J'ai besoin d'un peu de temps, » dit-elle, « pour réfléchir, pour ne pas mélanger la peur pour ma mère avec tout ça. » Je comprends. Il ne protesta pas. « Mais je vais te dire une chose avant de partir. » Il se leva lentement. « Je t'aime. J'aime qui tu es, pas qui tu penses devoir être, et je serai là quand tu auras décidé. » Il sortit de la galerie en la laissant avec le magazine sur la table. Clémence resta longtemps en silence, puis elle se leva et se remit au travail. 12 jours passèrent. La biopsie eut lieu un mardi. Clémence était assise dans la salle d'attente blanche avec sa mère,
les mains entrelacées sur les genoux, fixant une petite fissure dans l'angle du mur, la mesurant comme si c'était la seule chose sur laquelle elle pouvait se concentrer. Agnès entra dans le cabinet. Clémence resta dehors. Elle attendit 1h20, puis la doctoresse sortit et lui dit d'entrer. Sa mère était assise avec une expression qui n'était ni plate ni dramatique. C'était l'expression de celle qui attend un résultat, qui a le droit d'être ce qu'il est. La doctoresse s'assit et dit « Les résultats sont bénins. Les nodules sont de nature réactive. Probablement une ancienne inflammation qui a laissé des traces. Ils ne sont pas malins. Nous les garderons à l'œil avec des contrôles périodiques. Mais c'est tout. » Clémence resta assise, immobile. Et puis, avec un relâchement soudain, une grande vague qui arrive quand la peur que l'on a portée lâche prise. Elle se mit à pleurer sans l'avoir prévu. Elle ne pleurait pas fort. Les larmes coulaient, c'est tout. Sa mère la serra dans ses bras en silence. Elles restèrent ainsi un moment dans ce petit cabinet au mur blanc, la mère et la fille, avec ce souffle qui revient après avoir été retenu trop longtemps. Dehors sur le parking, Clémence prit son téléphone et écrivit un unique message. Elle écrivit « Maman va bien, les nodules sont bénins. Merci pour tout. » La réponse arriva après quelques secondes. « Dieu merci. Puis-je venir chez toi ?» Elle répondit « Viens. » Et il vint. 15 minutes, et il était là sur le parking. Il la serra dans ses bras et ne dit rien. Resta juste là avec ses bras autour d'elle jusqu'à ce que toute cette peur contenue s'évanouisse ailleurs. « Je suis désolée d'avoir demandé du temps au mauvais moment, » dit-elle doucement, le visage appuyé sur son épaule. « Ce n'était pas le mauvais moment. Tu réfléchis quand tu en as besoin. C'est qui tu es. » Ils restèrent sur le parking encore un moment, sans hâte, sans plan pour l'heure suivante. Simplement ensemble, dans ce qui était. Et Clémence Morel, qui depuis ses 14 ans avait appris à tout porter seule, qui avait appris que dépendre d'un autre finit par une perte, qui avait redistribué chaque poids pour qu'il ne pèse que sur ses propres épaules, pour la première fois de sa vie ne pensa pas devoir s'en aller seule. Elle resta. Et ce fut assez pour ce jour-là. Une semaine après les résultats de la biopsie, Clémence tomba d'un escabeau à la galerie. Ce ne fut pas une chute dramatique. Elle était à 2 mètres de haut, essayant d'ajuster une partie d'une installation faite de fragments de miroirs, une exposition intitulée « Reconstruction » sur des artistes qui, à partir de ce qui était brisé, construisèrent quelque chose de nouveau. L'un des miroirs bougea alors qu'elle l'attrapait, l'équilibre bascula, l'escabeau oscilla et elle absorba le choc avec ses bras. Mais sa cheville tourna avec un son qui ne promettait rien de bon. La douleur fut instantanée et aiguë. Elle s'assit sur le sol entourée de miroirs, la main sur sa cheville, et évalua calmement. « Je ne peux pas poser le pied. » Hélène la trouva quelques secondes plus tard. Elle était sortie du bureau en entendant le bruit, et fut aussitôt à ses côtés. « Appelle l'ambulance, dit Clémence ferme. J'appelle déjà. Ne bouge pas la jambe. » L'ambulance arriva après 12 minutes. La cheville était fracturée. Le médecin aux urgences dit « Un choc légèrement différent, et cela aurait été pire, mais là, 2 broches, quelques semaines de repos, 6 semaines pour la rééducation complète. » L'intervention fut fixée au lendemain matin. Hélène appela Julien. Il fut à l'hôpital en 25 minutes, avec un visage pâle d'une pâleur différente de celle du bureau. C'était la couleur de quand quelque chose vous frappe vraiment au plus profond. Il entra dans la chambre, s'assit à côté du lit et lui prit la main avec un soin silencieux et ferme. Hélène me l'a dit. « Tu vois que je vais bien, dit Clémence. Je vois que tu es là, mais cela ne signifie pas que tu n'avais pas besoin de quelqu'un qui entende le bruit de la chute. » Elle se tut. Elle n'avait pas de réponse à cela. « Tu n'as pas à rester, dit-elle. L'intervention est demain matin. Clémence. Oui. Je ne vais nulle part. » Il ne dit pas cela comme une proclamation héroïque. Il le dit comme une information logistique. Il y a un fauteuil-lit pour les accompagnants. Je serai là demain quand tu te réveilleras de l'anesthésie. Tu as des réunions. Je les déplace. Ce n'est pas... Clémence. Bref, doux. Laisse-moi rester. Ce fut la seule fois où il dit quelque chose qui est la forme d'une supplique. Et dans cette supplique, il y avait tout le poids de 2 personnes qui avaient appris à tout porter seules et qui maintenant, en silence et sans drame, se disaient l'une à l'autre « Tu n'as pas à le faire ». L'intervention dura 3 heures. Il resta en salle d'attente tout ce temps. Quand on la ramena en chambre, quand elle se réveilla et que l'anesthésie commença à s'estomper, la première chose que Clémence vit en ouvrant les yeux furent ses yeux gris-bleus qui la regardaient avec une attention qui n'était ni oppressante ni excessive. C'était une attention présente,
calme et constante. « Ma cheville ne se souvient de rien, dit-elle, un peu étourdie par les médicaments. Il sourit, ce sourire vrai qui avait en lui un peu de soulagement et un peu de tendresse. Tant mieux. Les semaines suivantes furent une leçon sur tout ce que Clémence ignorait de ce que signifiait être soigné. Julien annulait des réunions, reportait des voyages, venait dans son petit appartement et s'asseyait à la table pendant qu'elle, avec son plâtre sur la chaise, essayait de travailler en buvant du café dans des positions inconfortables et en refusant de se faire traiter en malade. Il apportait des livres d'art, les vrais avec les reproductions. Il lisait des chapitres à haute voix pendant qu'elle se reposait. Il racontait des bêtises pour la faire rire les nuits où la douleur était plus forte. Il ajustait le coussin sous sa cheville sans demander et sans commenter. Une nuit, tard avec une seule lampe allumée et le silence qu'il n'y a que la nuit à Lyon, il était assis à côté d'elle sur le lit, appuyés l'un contre l'autre, et elle dit « Je dois te demander pardon. » « Et pourquoi ? Pour avoir laissé la peur parler plus fort que le cœur. » Courte pause. « Tu sais que je t'ai accusé, que je me suis retiré, et je comprends que j'avais mes raisons, mais avoir une raison et avoir raison ne sont pas toujours la même chose. »« Tu avais beaucoup de raisons, dit-il doucement. Je les avais. Mais tu m'as donné ta confiance quand tu m'as parlé de ces 3 relations. Tu as dit la vérité sans embellissement. Et j'ai utilisé ce moment pour m'enfuir plutôt que pour parler. » Il se tut longuement. Puis il dit « Ce n'était pas une fuite. Tu as réfléchi. La différence est importante. Tu sais ce que j'ai compris, continua-t-elle, que toute ma vie je me suis suffi à moi-même, et je pensais que c'était de la force. En fait, c'était de la solitude déguisée en orgueil. Pause. Je suis pareil, murmura-t-il. Je sais. Elle le regarda dans les yeux. Maintenant c'est moi, Clémence. Je viens d'un endroit difficile. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai un don pour ce que je fais, et un cœur qui peut-être aime trop. Et je te choisis. Pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je te veux. » Ce fut un moment qui n'exigea aucune réponse verbale. Il lui serra simplement la main, lentement et avec force, et ils restèrent ainsi jusqu'à ce que l'aube commence à poindre. Durant les semaines de rééducation, enfermée chez elle avec son plâtre et trop de temps pour réfléchir, Clémence prit une nouvelle décision. « Je veux étudier, » dit-elle à Julien un après-midi, alors qu'ils étaient à la table de la cuisine. « Quoi ? L'histoire de l'art, la muséologie. Tout ce que je fais à la galerie par instinct, je veux la théorie derrière. » Courte pause. Hélène m'a appris une chose, qu'on peut bien travailler sans formation formelle. Mais la théorie te donne des outils qui vont plus en profondeur. Quand, dès que je me remets, il y a un programme à Lyon, cours du soir et le week-end, je peux concilier ça avec le travail. Comment vas-tu financer ça? J'aurai mon salaire de la galerie. Clémence. Non, je n'ai rien dit. Ton visage dit que tu allais le dire. Un court sourire. L'argent est là s'il le faut. S'il le faut, on en reparlera. Mais je veux essayer seul. Je sais. Courte pause. Je viendrai te voir à la soutenance de ta thèse. Elle éclata de rire. Un rire vrai, long. Tu es drôle. Je sais ça aussi. En avril, elle réussit le test d'entrée, avec ses béquilles, dans les couloirs d'un bâtiment qui sentait les livres et la poussière. 3 semaines plus tard, elle reçut le mail d'admission. Julien était dans la pièce quand elle ouvrit le mail. Il regarda son visage et vit le moment exact où la nouvelle arriva. « Admise ?» demanda-t-il. « Admise. » Ce fut un échange bref, sans embrassade théâtrale et sans larmes, parfait pour 2 personnes comme eux. Juste 2 personnes dans une petite cuisine lyonnaise qui savaient ce qu'il en avait coûté d'arriver à ce mail. Mais apporta une nouvelle exposition à la galerie. Reconstruction, celle avec les miroirs enfin installés et ouvertes. Clémence coordonna l'installation finale avec une attelle à la jambe et Hélène qui avait adapté toutes les tâches pour qu'elle puisse les faire assises ou avec un léger appui. Lors de l'inauguration, un journaliste lui demanda « Qu'est-ce que ça fait de travailler dans l'ombre d'un lien avec un homme d'affaires aussi connu dont tout le monde parle ?» Clémence regarda droit dans l'objectif. « Il est une part fondamentale de ma vie, mais ceci est mon travail. Chaque exposition que j'ai coordonnée vient de ma tête et de mon cœur. Une chose n'exclut pas l'autre. » L'interview devint virale. Hélène lui dit simplement le lendemain « Bien dit ». Et Rosa, qui avait entendu parler de l'interview parce que toutes ses collègues l'avaient appelée pour lui dire d'écouter, appela Clémence sur son portable et dit « Tu as dit ce que je voulais t'entendre dire depuis le premier jour. Quoi? Que tu sais qui tu es. » Clémence était assise sur la terrasse de son appartement avec le Rhône au loin et son café du matin à la main
songeant à ses paroles. Rosa, qui avait dit que les hommes riches ne restent pas, qui avait eu raison de l'avertir, et qui maintenant appelait pour lui dire qu'elle savait qui elle était. L'avertissement n'avait pas été une erreur. La fermeture n'avait pas été une erreur. Elles avaient été des phases nécessaires pour devenir la personne capable de se tenir droite et de dire « Je sais qui je suis ». Et maintenant, elle le savait. Elle n'était pas naïve ni trop jeune pour le comprendre. Elle était exactement qui elle devait être, construite par tout ce qu'elle avait traversé, par les responsabilités à 14 ans, par les nuits à nettoyer et servir, par la maladie de sa mère et l'abandon de son père, par les panneaux avec les messages dans la galerie et par les miroirs qui s'étaient brisés, par les études qui l'attendaient, et par l'homme qui était resté en salle d'attente pendant 3 heures, sans dire à personne qu'il méritait un prix. Le Rhône au matin avait la même couleur entre la nuit et le jour. Les belles choses ont rarement un nom exact. Clémence Morel les remarquait quand même. 1 an et demi après le soir du plateau chargé de 12 flûtes de cristal qui avait commencé à basculer, Clémence Morel était à la galerie devant une œuvre qui clôturait l'installation de l'exposition « Reconstruction ». Elle était seule dans l'espace d'exposition en fin d'après-midi, avec des tasses de café vides sur son bureau et ses notes pour l'inauguration du lendemain. Une exposition dont dépendait une partie de sa réputation de coordinatrice et quelque chose de beaucoup plus personnel, car chaque œuvre avait été choisie en pensant à son propre parcours. Des artistes qui, à partir du fracassé, créaient du neuf. Qui, à partir de la perte, construisaient de la beauté. Qui refusèrent le caractère définitif du désastre. C'était un travail qui devenait de plus en plus le sien, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée quand Hélène lui avait demandé « Quand pouvez-vous commencer ?» Hélène sortit du bureau avec un verre d'eau et se plaça à ses côtés. Satisfaite? De l'installation? Oui. De tout ça, en général? Clémence y réfléchit un instant. Oui. Ce qui est étrange, parce que je n'ai pas l'habitude de répondre « oui » à cette question. Hélène hocha la tête. Je sais. Courte pause. Clémence, je dois te dire quelque chose, et je vais te le dire directement, parce que je sais que tu apprécies la franchise. Dis-moi. Je me retire. Elle dit cela d'un ton plat, sans drame. Mon mari insiste depuis des années pour qu'on prenne cette maison dans le Luberon et qu'on arrête d'aller se coucher avec les soucis du travail. Cette année, j'ai décidé, à partir de la saison prochaine, je ne gérerai plus la galerie. Clémence la regarda avec surprise. Et je veux que ce soit toi qui prennes ma place. Hélène dit cela avec son ton calibré qui était une évaluation professionnelle, pas un compliment. Directrice artistique, la galerie a le soutien institutionnel. Elle a une base de collection, elle a des rapports consolidés que je te confierai. Toi, tu y mettras la vision. Hélène, ne parle pas tout de suite. Je sais ce que tu vas dire. Je n'ai pas fini mes études. Je ne suis qu'en 2e année, j'ai peu d'expérience. Un bref geste de la main. L'expérience que tu as et celle que tu accumuleras en 1 an valent plus que la moitié de ceux qui ont un diplôme et qui voudraient s'asseoir sur cette chaise. Ce n'est pas du romantisme, c'est une estimation des faits. Courte pause. Naturellement, finis tes études. C'est la condition. Clémence resta immobile à regarder l'espace de la galerie. Les fragments de miroirs sur la paroi, les fiches des artistes, les photos des travailleurs qui étaient tous restés en série depuis la première exposition. J'ai besoin d'une nuit pour y réfléchir. Prends 1 semaine. Elle sortit de la galerie au coucher du soleil, dans les rues du Vieux-Lyon où le pavé reflétait la dernière lueur du jour, et marcha vers sa voiture lentement, les mains dans les poches et les pensées calmes et denses. Elle appela sa mère. Agnès était réveillée, comme toujours, avec l'habitude de l'attendre. « Maman, je dois te dire quelque chose. »« Dis-moi, ma chérie. Hélène m'a proposé le poste de directrice, à partir de la saison prochaine. » Silence à l'autre bout. Puis, « Et qu'as-tu répondu ? » ?»« Que j'ai besoin d'une nuit. » Silence. « Et qu'est-ce que tu en penses ? » ?»« Je pense que c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Et je pense que peut-être je peux y arriver. » Agnès fit une inspiration qui fut un discours en soi. Clémence. Courte pause. Tu te souviens de cette photo dans l'atelier, de moi jeune parmi les tissus? Je m'en souviens. Moi, je me suis arrêté là. Toi, va plus loin. Sa voix était ferme, mais la partie fragile sous la voix ne l'était pas. Fais-le. Pour toi-même. Clémence resta dans la voiture, les mains sur le volant, regardant droit devant elle. Pour elle-même. Le lendemain, elle dit à Hélène: oui. 3 semaines plus tard, par une soirée aux nuages qui s'ouvrait sur un ciel pur, Julien lui dit d'aller quelque part. Il ne dit pas où. Juste, viens.
Il l'emmena au bouchon de Pierre. Pierre avait le panneau fermé, ce que Clémence ne comprenait pas. Le bouchon était ouvert chaque jour, mais ils entrèrent. À l'intérieur, il y avait une table dressée, celle habituelle en sapin usé, avec des fleurs que Pierre qualifia de « des champs », parce qu'elles venaient de son jardin. Une petite bougie, une assiette de fromage et un pot de vin de la maison. Pierre était là en arrière-plan, les mains entrelacées et cette expression calme des hommes âgés qui ont beaucoup vu et savent distinguer l'apparence de la vérité. Clémence regardait la table, regardait Julien, regardait Pierre qui fit juste un signe vers eux comme pour dire « La pièce est à vous ». « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle doucement. Julien s'assit et lui fit signe d'en faire autant. Elle s'assit. Il versa 2 verres de vin et la regarda dans les yeux. « Je voulais te demander quelque chose ici, » dit-il, « parce que c'est ici qu'on s'est vraiment vu pour la première fois, et parce que c'est ici ton endroit, pas le mien. Et parce que je pense que c'est l'ordre juste des choses, te le demander là où tu es, pas là où je suis. » De sa poche, il sortit une petite bague, simple, un petit diamant dans une monture légère qui reflétait la lumière de la bougie. Il ne s'agenouilla pas. Il resta assis et la regarda droit dans les yeux. « C'est la bague de ma grand-mère, la seule chose de valeur qu'elle possédait. Je l'ai gardée sans savoir pourquoi. » Courte pause. « Maintenant je sais. » Il la regarda intensément. « Veux-tu m'épouser ?» Clémence regarda la bague, regarda Julien, regarda le dos de Pierre qui s'était tourné vers le comptoir avec le tact de celui qui a vu assez de vie pour savoir quand quitter la scène. Elle pensa au plateau avec 12 flûtes qui avait commencé à basculer, à la main qui était arrivée par la droite, au parking à 5 heures du matin et au café devant la porte, et au bouchon avec les tables en bois, et aux résultats bénins, et au plâtre et aux études, et à la proposition d'Hélène et à sa mère qui disait « Fais-le pour toi-même ». Et elle pensa à ce que sa mère avait dit au début « La douleur arrive de toute façon. Choisis au moins la douleur qui vient d'avoir essayé. » Elle avait essayé toute sa vie dans une seule direction, survivre, payer, porter des poids. Maintenant, elle pouvait essayer dans une autre direction. « Oui, » dit-elle. « Oui. » Pierre se tourna du comptoir avec une expression solennelle. Il posa 2 petits verres de marque sur la table et dit seulement « À votre santé. » Une semaine après les fiançailles, une rencontre non prévue. Béatrice Valois. La mère de Julien était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux parfaitement en ordre, et d'une élégance qui était une habitude ancrée, pas une pose, mais une caractéristique structurelle d'une éducation de plusieurs décennies. Clémence accueillit cette élégance avec calme, car Clémence Morel avait grandi à l'école de la vie où l'on apprend à regarder au-delà de la forme. Elles se rencontrèrent dans l'appartement de Clémence, pas dans un restaurant, pas sur un terrain neutre. Clémence les y avait invités car elle avait dit à Julien « Je veux que ta mère voie où je vis, pas où je peux sembler différente. » Agnès était là. Julien était là. Clémence prépara le café, vrai, fort, dans la cafetière italienne, et le posa sur la table sans cérémonie. Béatrice était assise avec cette ligne du dos droite qui semblait sculptée dans les os et regardait Clémence avec une évaluation non cachée. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, » dit Béatrice. « J'imagine, » répondit Clémence. « J'ai entendu que vous avez travaillé comme serveuse et femme de ménage et que maintenant vous coordonnez une galerie. Je coordonnais. À partir de la saison prochaine, je serai la directrice artistique. » Courte pause. Béatrice sirota son café, regarda le bord de la tasse. « Il existe certaines choses, dit-elle lentement, certaines finesses qui viennent avec un certain type d'éducation, qui ne s'apprennent pas à la hâte. » Clémence la regarda droit dans les yeux. « Je comprends ce que vous voulez dire. Je veux dire qu'il y a une différence entre... Je sais ce que vous voulez dire. » Clémence le dit avec calme, sans colère, sans jouer la comédie. « Vous voulez dire qu'il y a une différence entre moi et ce que vous imaginiez pour votre fils. » Courte pause. « Et vous avez le droit d'avoir cette opinion. Mais moi aussi, j'ai quelque chose à dire. » Elle regarda Béatrice. « Votre fils a construit 3 entreprises en partant d'une chambre de bonne. Il a appris tout ce qu'il sait tout seul. Il n'a pas attendu une position héritée. Il l'a créé par son travail. » Courte pause. « J'ai fait la même chose. Je n'avais pas ce qu'avait votre fils, ni le talent technologique, ni cette grande idée. Mais j'ai travaillé chaque jour. Je me suis occupé de ma mère. J'ai appris sur les gens et sur ce qui l'émeut plus que n'importe quel cursus d'études. Et voilà qui je suis. » Pause. « Vous pouvez l'apprécier ou non, mais le droit au respect n'est pas conditionné par votre approbation. » Béatrice resta en silence. Agnès fixait la tasse. Julien regardait Clémence avec une expression qui n'était ni de la fierté, ni de la surprise.
C'était une expression de reconnaissance, comme s'il regardait quelque chose qu'il savait exister et qu'il voyait maintenant dans son intégralité. Béatrice se tut longuement. Le silence était tel qu'il était audible. Puis la femme qui portait sa propre histoire de peur et de perte, un mari qu'il avait quitté tôt, un fils qu'elle avait dû élever seule, leva les yeux et dit quelque chose qui ne lui arrivait pas souvent. « J'ai peur de vous, » dit Béatrice. « Pas comme d'un ennemi, comme d'un miroir. Vous êtes tout ce que j'aurais dû être et n'ai pas eu le courage d'être. » Courte pause. J'ai confondu la classe sociale avec le caractère. C'était mon erreur. Clémence regarda cette femme, et derrière la hauteur et la rigidité, elle vit ce qu'elle voyait toujours dans les choses invisibles. Un être humain qui avait beaucoup porté, et qui l'avait porté avec le mauvais équipement. « À une condition, » dit Clémence. « Quand vous m'appellerez ma chère, que ce soit parce que vous m'appréciez, pas parce que vous devez maintenir les distances. » Béatrice la regarda. Et puis, au coin des yeux, quelque chose céda. Cette part dure qui était un mur construit au fil des ans pour être forte, sans personne pour vous aider. Elle tendit la main. Clémence la prit, et l'étreinte qui suivit fut maladroite et brève, mais elle fut vraie. Le mariage se tint dans un vieux bouchon avec une cour intérieure, pas dans un hôtel avec des lustres en cristal, pas parmi des soies ivoires, mais dans une cour aux murs de pierre recouverte de lierre et de fleurs que Pierre avait apportée de son jardin, avec 50 invités qui étaient là pour quelque chose de réel. Pierre était là, Hélène était là, Rosa était là, avec une robe qui voyait son premier mariage. Il y avait les voisins de la vieille rue qui la connaissaient, elle et sa mère, depuis toujours. Il y avait les collaborateurs de Julien qui avaient vu ces deux visages. Il y avait Béatrice, le dos droit, mais avec des yeux qui regardaient différemment depuis le premier jour. Agnès Morel marcha à côté de sa fille vers l'espace de l'hôtel, aménagé devant un vieux mur de pierre. Une mère avec un cœur qui battait fort sous les côtes, avec une robe qu'elle s'était cousue elle-même, parce que le talent de couturière n'était pas mort, il dormait seulement, et avec une expression qui était le mélange de tout ce qu'elles avaient traversé et de tout ce qui les attendait. Julien attendait avec des larmes qu'il ne cachait pas, comme il ne cachait jamais ce qui était vrai. Les promesses ne furent pas empruntées ni écrites pour impressionner. Elles furent brèves et solides. Clémence dit « Je promets de ne pas laisser l'argent qui porte ton nom définir qui je suis, et je ne laisserai pas mon orgueil construire des murs là où il devrait y avoir des portes. Je m'apporterai telle que je suis, tout entière, têtue, vulnérable, laborieuse et parfois fatiguée. Et je te choisirai chaque fois à nouveau, pas parce que je ne peux pas me passer de toi, mais parce que je veux le faire avec toi. » Julien dit « Je promets de ne pas être un sauveur mais un compagnon de route, de construire ensemble brique après brique, de ne jamais confondre ta force avec un manque de besoin, ni ton indépendance avec de la distance. Et de rester toujours. » Les alliances étaient de simples anneaux d'or. Pierre fut le premier à applaudir. Les semaines et les mois suivants apportèrent un nouveau rythme. Clémence à la galerie avec le titre de directrice artistique, aux études le week-end, avec Agnès qui se remettait lentement, mais avec chaque contrôle qui disait « le cœur bat, le cœur bat, le cœur bat ». Julien dans les bureaux qui continuaient de croître, mais avec une priorité changée, qui n'était pas un passage du succès à l'échec, mais du succès solitaire à celui partagé. Et un après-midi, quelques mois après le mariage, Clémence était à la galerie et regardait l'installation sur la reconstruction. Des fragments de miroirs, recomposés en un nouveau schéma, ce qui était brisé devenu quelque chose de consciemment et intentionnellement nouveau. Et elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu. Ce n'était pas une histoire de Cendrillon. Ce n'était pas une histoire où quelqu'un est pauvre et quelqu'un est riche, et puis ils s'affrontent et se réconcilient. C'était l'histoire de deux personnes qui s'étaient construites, elle par nécessité, lui par volonté, et qui quelque part le long de la route entre un plateau qui tombe et un bouchon aux tables en bois, entre des examens bénins, des plâtres et des fiançailles dans une cour, avaient appris que la force ne réside pas dans le fait de tout porter seul, mais dans la décision de avec qui partager le poids. Ils avaient appris que l'amour n'est pas une décision qui arrive en un instant. C'est une série de petits choix quotidiens. Rester, écouter, être là à 5 heures du matin et à 3 heures de la nuit, dans les salles d'attente blanches et dans les cuisines aux fenêtres qui ferment mal. Ils avaient appris que c'est assez et que c'est tout. Hélène entra du bureau et se plaça à ses côtés. « Tu penses qu'on a atteint le concept ?» demanda-t-elle en désignant l'installation. Clémence regarda les fragments de miroir qui reflétaient tout simultanément. Elle, la galerie, la fenêtre, le ciel qu'on voyait d'en haut. « Je pense que oui, » répondit-elle. « La reconstruction
n'est pas la perfection. C'est ce qu'on fait avec ce qui nous est resté, en le portant avec un orgueil qui ne fuit pas les fissures, mais les accepte comme faisant partie du dessin. Hélène la regarda longuement. « Je serais heureuse de laisser tout ça entre tes mains, » dit-elle doucement. Clémence hocha la tête. Et cet après-midi-là, alors que le Rhône au loin avait une couleur entre tout et rien, Clémence Morel-Valois resta à la galerie, sa galerie, pensant au boulanger qui avait pleuré devant la photo, aux saucissons briochés de pierre, aux larmes de joie de sa mère, et à cette main qui était arrivée par la droite, la nuit où le plateau avait commencé à basculer. Une main qui avait arrêté la chute, et puis tout le reste, lentement, brique après brique, jour après jour, construit ensemble. Ce n'était pas la fin, c'était le vrai début. Chers auditeurs, l'histoire de Clémence et Julien nous rappelle que l'amour ne survient pas en un clin d'œil et ne cherche pas de conditions parfaites. Il arrive en silence par les sorties de secours, dans les couloirs matinaux, dans un bouchon aux chaises en bois et dans les salles d'attente des hôpitaux. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Cela nous aide à continuer de vous apporter chaque jour de nouvelles histoires qui marquent les esprits. Écrivez-nous en commentaire de quelle ville vous nous suivez et dites-nous si ce récit a éveillé quelque chose en vous. Chaque message de votre part est important pour nous. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin.